Fox en Fuchs, vous connaissez ? La plupart des gens, non. Exactement, personne ne connaît. À 8 km de chez nous, 247 habitants. Dont à peu près 3/4 de ta famille. Oui, on est plutôt nombreux à Fox. Ouais. Un vieux castrum médiéval perché sur la colline. Et dans ce village que personne ne connaît, il y a un arbre. Un arbre ? Un micoucoulier planté en 1550. 4,75 m de circonférence, 18 mètres de haut. Il était là avant la Révolution française, avant l'Empire, avant les 2 guerres mondiales, et il est encore là. Et cet arbre a survécu parce qu'un homme du village a intercédé pour lui, à l'époque où on abattait tout ce qui rappelait l'Ancien Régime. Cet homme s'appelait Paul Barras. Paul François Jean Nicolas Vicomte de Barras, né à Fox-en-Fuchs le 30 juin 1755. Et s'il vous dit rien, à la fin de cet épisode, vous allez vous demander comment vous avez pu ne pas savoir qui c'était. Bienvenue dans les légendes du Var. Partie 1. Fox-en-Fuchs, le village. Avant Barras, le village, parce que pour comprendre l'homme, il faut comprendre d'où il vient. Fox-en-Fuchs, c'est 2 mots pour 2 anciens castrums médiévaux qui ont fini par fusionner. Le vieux Fox, perché à 500 mètres d'altitude, avec ses ruelles en escalier, ses murs de pierre, son château féodal en ruine, et en bas dans la plaine, en Fuchs. Le village est mentionné pour la première fois en 1097 dans le cartulaire de Saint-Victor de Marseille, comme par hasard. Il a appartenu aux Blacas, la même famille qu'on retrouve à Tourtour, à Ops, sur les armoiries de toute une partie du Haut-Var. Et sous la plaine, des fossiles de dinosaures. Un des sites paléontologiques les plus importants du sud de la France, connu dans le monde entier, s'il vous plaît. On va lui consacrer un épisode entier. Fox-en-Fuchs, c'est pas juste un joli nom sur une pancarte. Non, et c'est là que naît Paul Barras en 1755, dans une famille noble mais pauvre. Noble et pauvre, le pire combo possible, pêcheur. Tu as le nom, tu as le titre, tu as les manières, mais tu n'as pas un sou pour aller avec. Donc pour un garçon ambitieux dans la France du XVIIIe siècle, il n'y a qu'une option. L'armée. Barras s'engage, il devient officier et en 1776, il est envoyé aux Indes françaises. Il défend Pondichéry contre les Britanniques en 1778. Les Anglais gagnent, il est fait prisonnier, puis libéré. Il repart aux Indes et c'est là que tout commence vraiment. Partie 2. La sardine et le vœu. En 1779, Barras est à bord d'un navire qui rentre vers la France. Et ce navire, il s'appelle la Sartine. Et ce navire, il fait naufrage. Naufrage dans une tempête au large des côtes. Barras survit. Il a 24 ans. Il est dans la tempête. Il se noie presque. Et dans ces moments-là, même les hommes qui voteront la mort des rois, ils font des vœux à la Vierge. Barras promet à Notre-Dame de Grâce, la Vierge de Cotignac, que, s'il s'en sort, il viendra la remercier à pieds nus jusqu'à son sanctuaire. Et il s'en sort. Et il tiendra parole, mais ça, on y revient. Avant, la Sartine. Ce navire, vous savez ce qui va devenir ce nom ? Dis-nous. La sardine qui boucha le port de Marseille. C'est lui. Le navire La Sartine, déformé, transformé, malmené par les générations, devient la sardine géante qui aurait bloqué le port de Marseille à la face du monde entier. C'est la légende marseillaise la plus connue. Et à l'origine, c'est un commandant en second varois qui a mal manœuvré. Oui, enfin, calme-toi un peu là. La légende de la sardine préexistait à ce naufrage. Mais l'incident du navire La Sartine a nourri le mythe, je peux te l'accorder, et lui a donné une base réelle. C'est ce mélange d'histoires vraies et de légendes qu'on retrouve souvent en Provence. C'est les deux. Et c'est pour ça que c'est beau, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Partie 3. La Révolution. Barras rentre en France. Il démissionne de l'armée en 1783. Il a 30 ans, pas de fortune, un nom noble dans un pays qui commence à bouillir, et il a ce flair politique qui va devenir toute sa carrière, qui va définir toute sa carrière. Et il sent le vent tourner. Il le sent avant tout le monde. En 1789, la Révolution éclate. Barras passe du bon côté, celui du peuple, de la République. En 1792, il est élu député du Var à la Convention nationale. Et le 17 janvier 1793, il vote la mort d'un roi.
le vicomte de Fox-en-Foux, noble varois, vote la mort de Louis XVI. Il croyait en la Révolution, ou il la calculait. Probablement les deux. Barras n'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. Il lit les situations et il s'adapte. Et en 1793, il était dangereux de ne pas voter la mort du roi. Ce qui est une forme de lucidité, ou de lâcheté, ou des deux. Il était humain pêcheur. La même année, il est envoyé en mission dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est là qu'il croise quelqu'un qui va changer l'histoire de la France. Napoléon. Lors du siège de Toulon en 1793, les royalistes ont livré la ville aux Anglais. Il faut reprendre le port. Un jeune capitaine d'artillerie corse s'y distingue. Barras est représentant en mission, il le remarque, il le soutient, il le promeut. Barras repère Napoléon Bonaparte à Toulon en 1793 avant que personne ne sache qui c'est. L'homme qui va gouverner l'Europe, c'est un Varois qui le lance. Partie 4. Le 9 Thermidor. En 1794, la terreur bat son plein. Robespierre fait exécuter des milliers de personnes. Personne n'est à l'abri, pas même les révolutionnaires les plus proches du pouvoir. Barras comprend qu'il doit agir ou mourir. Et Barras, il choisit d'agir. Le 9 Thermidor en deux, le 27 juillet 1794. Barras prend la tête de la révolte contre Robespierre à la Convention. Il organise le coup. Il commande les troupes. Robespierre est arrêté ce soir-là, exécuté le lendemain. Sans Barras au 9 Thermidor, la terreur continue. Des milliers de morts supplémentaires. La trajectoire de la France change complètement. C'est un homme de Fox-en-Foux qui arrête la terreur. C'est une interprétation. D'autres auraient pu agir. Mais c'est lui qui l'a fait. Et c'est lui qui en recueille les fruits. Il devient l'homme le plus puissant de France. Et il utilise comment ce pouvoir ? Il organise des fêtes somptueuses, il prend des maîtresses à droite à gauche, il se fait construire des résidences, il mange bien, il boit bien, au moins il profitait. Il profitait et il gouvernait. En 1795, il devient l'un des 5 membres du Directoire, le gouvernement qui succède à la Convention. Il est au sommet. Partie 5. Joséphine et Napoléon. Et là, on arrive au truc qui me rend dingue. Parce que Barras, à ce moment-là, il a une maîtresse. Une certaine Joséphine de Beauharnais. Veuve et élégante, parisienne. Normal. Et il décide de s'en débarrasser proprement. En octobre 1795, Barras présente Joséphine à Napoléon lors d'un dîner. Napoléon tombe éperdument amoureux. Il se marie en mars 1796. Et dans la foulée, Barras donne à Ça y est, je le bug. Barras donne à Napoléon le commandement de l'armée d'Italie. On rigole, je suis obligé de le dire quand même. On rigole parce que je ne sais pas pourquoi Charlène, très souvent, elle dit Napo-Élon. Je ne sais jamais le Sans dire faire correctement. exprès. C'est excellent. Donc il lui donne sa maîtresse et le commandement de l'armée en même temps. En même temps, Napoléon Ier, empereur des Français, conquérant de l'Europe, a épousé la maîtresse d'un Varois. Et c'est ce même Varois qui lui a donné son premier commandement militaire d'envergure. Donc, sans Barras, pas de campagne d'Italie, pas d'Égypte, pas de sacre, peut-être pas d'empire. c'est difficile à prouver. L'histoire ne se réécrit pas. Mais le lien est réel, documenté, incontestable. Le lien est réel et il vient de Fox-en-Foux. Ouais, allez. Partie 6. La chute et le vœu tenu. En 1799, Napoléon rentre d'Égypte. Il prépare le coup d'État du 18 Brumaire. Et Barras, il l'écarte proprement. Barras reçoit une pension, une résidence et l'ordre de se taire. Il a fait le roi et le roi l'a mis de côté. C'est le destin classique de ceux qui font les puissants. Il vivra encore 29 ans, en exil partiel, sous surveillance, brouillé avec l'Empire. Il meurt en 1829, à 73 ans. Ses mémoires, rédigées dans l'Amertume, sont publiées après sa mort. Napoléon en prend aussi pour son grade. 20 ans de rancœur en réserve, tu m'étonnes. Ces mémoires-là, c'est pas la source la plus fiable du monde, mais c'est savoureusement méchant. Savoureusement méchant, comme tu dis. Et le vœu, on l'avait pas oublié. En 1783, Barras rentre des Indes. Il avait promis à la Vierge de Cotignac de venir le remercier à pied, à nu-pied,
s'il survivait au naufrage. Il tient sa promesse. Il monte à pied jusqu'au sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce à Cotignac. Il fait don d'un ex-voto, un tableau représentant son naufrage et sa survie. Alors je me permets juste une sortie par rapport au texte qu'on a préparé et qu'on est en train de vous lire. Pour des précisions que j'ai rajoutées la dernière minute, Barras s'est marié en 1791 avec une fille, je crois, du pays. Il lui a fait construire une très belle maison à Fox-en-Foux, qu'on appelle encore aujourd'hui le château Barras. Mais avec tous ces déboires, en fait, il n'est jamais revenu à Fox-en-Foux. Il y est jamais revenu et sa femme, elle est restée toute seule au château, y compris pendant que monsieur menait la grande vie avec ses maîtresses à Paris, tout ça. Et en 1805, quand il s'est fait écarter par Napoléon, il a quand même eu l'autorisation de résider en Provence. Mais au lieu de rentrer à Fox-en-Foux, il s'est installé aux Égalades, à côté de Marseille. Et finalement, sa femme, elle l'a rejoint à la fin de sa vie, dans une belle maison à Chaillot, à Paris. Et une fois qu'il est décédé, il a été enterré au Père-Lachaise. Et nous pouvons reprendre. Non, tu voulais donner une petite anecdote. Ah ben oui, l'anecdote. C'est comme ça en fait que j'en ai entendu parler, parce que je suis tombé par hasard sur Le Bon Coin, il y a pas très longtemps, sur justement sa maison qui était en vente. J'ai vu une espèce de gros manoir avec 18 chambres, et je l'ai montré à mon frère. Je dis mais pourquoi il y a ça à Fox, c'est quoi ce truc? Et il m'a dit regarde, renseigne-toi, ça appartient à Paul Barras, et renseigne-toi sur qui c'est ce type, tu vas voir, ça va te plaire. Et aujourd'hui, on vous en raconte l'histoire. Le grand opportuniste politique, celui qui a voté la mort du roi, celui qui a mis Joséphine dans le lit de Napoléon, qui monte nu-pied à Cotignac pour tenir sa promesse à la Vierge, et ce tableau reste dans la chapelle pendant plus d'1 siècle. Il a été volé au fait, en 1998, disparu. Il reste une photo sur une vieille carte postale, c'est tout. Épilogue. Ce qu'il reste. Paul Barras reste un personnage difficile à résumer. Il a voté la mort d'un roi pour survivre. Il a tué Robespierre pour se sauver lui-même. Il a fait la carrière de Napoléon par calcul autant que par conviction. Et pourtant, sans lui, l'histoire de France est profondément différente. Et moi, ce que je retiens de Barras, c'est pas le politique, c'est le minot de Fox-en-Foux qui part de rien, d'un village que personne ne connaît, qui se retrouve au centre de tout, et qui, au bout de tout ça, monte pieds nus à Cotignac pour tenir une promesse qu'il avait faite dans une tempête à 24 ans. C'est peut-être le destin des gens qui font l'histoire sans vouloir en faire partie. Et le Micoucoulier est encore là, à Fox-en-Foux. Planté en 1550, il a vu naître Barras, il a survécu à la Révolution grâce à lui, et il est encore là aujourd'hui. Certaines choses durent. C'était les légendes du Var. Fox-en-Foux est à 8 km de Régus. Le vieux village se visite à pied, évidemment. Le Micoucoulier est sur la place de l'église. Et le Dinofox Muséo, les dinosaures dont on va bientôt vous parler, c'est gratuit, place de la mairie. À bientôt tout le monde!